Bonjour à tous. Donc rapidement, moi je m'appelle Aristide Wolfram, je suis cofondateur de Sparklab, donc qui est une agence d'innovation qu'on a créée il y a 3 ans. On est basé pas très loin. Et effectivement, en 2 mots, nous on est plutôt pas des techs, même si on essaye de la comprendre, la technologie. On répond finalement, notre offre, elle aide nos clients, donc plutôt des industriels, dans l'IoT, à répondre à cette question pourquoi faut en faire. Donc aujourd'hui, on va essayer de vous expliquer un peu comment on accompagne. Alors on va essayer de pas être trop théorique. Et puis de passer sur un exemple d'un client qu'on a accompagné l'année dernière. Euh, Nous, ce qu'on rencontre quand on rencontre des clients généralement, euh, il y a plusieurs choses qui nous disent finalement rendez-vous. C'est l'histoire du POC. Samir t'en a parlé et on y reviendra. Ils ont fait plein de POC, mais ils ne savent pas trop comment s'en sortir et puis savoir si c'est un intérêt pour quelqu'un. La deuxième chose qu'on voit, c'est souvent des gens, alors j'ai caricaturé là un peu, mais des gens qui nous disent ouais, j'ai acheté des capteurs, j'ai commencé à monter différents trucs, mon bureau d'études s'éclate, ça fait 2 ans, c'est super, mais je ne sais pas ce qu'ils font finalement, je ne sais pas à quoi ça sert. Et puis, récemment, des gens là plutôt qui sont en LBO, qui ont besoin d'argent et qui finalement se disent bah, ok, j'ai envie d'en faire, je sais qu'il faut que j'y aille. Il y a des majors du secteur qui ont plus de poids que moi. Et finalement, moi, j'ai besoin d'un ROI assez court, assez rapide, tangible. Il ne faut pas que ça me crée de la valeur dans 10 ans. Et donc, nous, on leur dit, bah, finalement, comment est-ce qu'on va faire pour vous aider à ne pas arriver au naufrage parce qu'il y en a plein qui arrivent. Donc, voilà, un peu le côté, finalement, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour éviter ce genre de choses. On leur dit finalement 3 choses. Alors, des choses que vous avez peut-être déjà entendues, qui sont assez évidentes, mais ça vaut le coup de leur dire. Bah finalement, on commence par dire que small is big. Commencer par petit, c'est déjà pas mal. Et donc, nous, on aime toujours emmener nos clients à commencer par des petits cas d'usage, des choses assez ciblées. Ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas de ROI, ça veut juste dire que avant de se dire je vais déployer dans toute la planète des choses formidables et révolutionner tout le monde, commençons déjà par se recentrer sur ce que nous, on sait faire, et puis essayer de commencer à se positionner de manière efficace. Deuxièmement, nous, on combat ça. Alors, voilà, on n'est pas les seuls, hein, mais nous, on considère que l'avenir, les business models, ça se construit, c'est pas ça se prédit. Donc, on n'aime pas trop la boule de cristal, on n'aime pas trop dans 10 ans, il se passera ça. On dit plutôt, allez, on y va, on commence à faire des choses. Pas n'importe comment, il y a une méthode, il y a une approche, mais construisons ensemble le futur et embarquons les différents métiers. Samir l'a dit, il y en a plein autour de l'IoT, donc commençons à embarquer les métiers autour du projet. Et puis, c'est aussi une évidence, mais ça vaut toujours le coup de le rappeler, se centrer sur les usages, c'est ce qu'on fait nous beaucoup, c'est-à-dire se centrer sur quelle valeur j'apporte et pour qui. Et donc, c'est mettre au centre l'humain au sens large, hein, et le client, finalement. Ce n'est pas forcément que le client final, ça peut aussi être les différents intermédiaires, votre client direct, le client de votre client. Et j'ai bien aimé ce que tu as dit sur le fait d'accompagner les clients de nos clients. On le verra après. Finalement, ce que je vous dis là, c'est pas grand-chose d'autre que de dire essayez d'être entrepreneur dans votre projet IoT. C'est pas juste un projet, c'est pas juste une petite fonction, c'est pas juste un petit truc qu'on rajoute. C'est de se dire dès le départ, d'avoir cette orientation, de dire je vais développer un vrai business. Alors c'est vrai que nous, on a plutôt tendance à accompagner des gens pour faire un business, mais voilà, de se dire tout de suite comment je le ferais et si j'étais un entrepreneur sur ce projet-là, qu'est-ce que je ferais concrètement pour construire mon projet. Alors une fois que ça s'est dit, maintenant comment est-ce qu'on met en pratique donc je vais vous parler d'un cas qu'on a eu l'année dernière et qui continue encore cette année, avec un fabricant de bennes à ordures. Donc c'est dans le métier des déchets. Et donc lui, son job à lui, c'est il achète des camions, hein, la partie roulante, chez Renault par exemple, et il fait toute la partie arrière, donc la benne et les vérins. Alors, je passe assez vite, mais globalement, avant de nous solliciter, il s'était dit, tiens, je vais commencer à mettre un peu des capteurs, et puis je vais commencer à travailler sur la maintenance parce que ça lui paraissait assez évident. Et effectivement, on ne va pas lui dire le contraire, c'est vrai que c'est une vraie douleur pour les clients actuellement, c'est d'avoir cette notion de continuité de service. Donc, notre client, il est donc au centre, et lui, aujourd'hui, il sert quoi? Il sert des exploitants de déchets, donc des gens qui gèrent la collecte des déchets. Ça, c'est ses clients actuels, c'est son marché actuel. Ce qui se rend compte, et ce dont on se rend compte, c'est qu'effectivement, ils ont un budget de maintenance qui est assez élevé, et ça conduit à quoi? Ça conduit finalement à faire une forme de surqualité
dans le plan de maintenance, parce que pour éviter d'avoir des pannes, pour éviter d'avoir des camions arrêtés, pour éviter d'avoir trop de camions en location, on le révise assez souvent. Et donc, le projet qu'on a commencé à mener et qu'ils ont commencé à mener, c'est d'optimiser ce taux de service et donc de diminuer le taux de panne et de diminuer finalement les coûts de maintenance. Et assez rapidement, on a estimé qu'on pouvait avoir un gain de ROI sur cette partie maintenance. Donc là, on est plutôt en économie de coût pour ses clients, de 10 à 20% à horizon 2 ans. Donc, je vous ai montré rapidement, le but c'est pas de le détailler parce que c'est assez, mais le type d'outil qu'on peut utiliser, donc un outil qui s'appelle le Customer Journey que je vous invite à utiliser, qui permet finalement de représenter sur un projet donné ou sur la vie donnée d'un produit ou d'une action toutes les différentes tâches et toutes les différentes émotions qu'un client va avoir en réalisant son parcours utilisateur. Donc ça permet, sans le détailler, ça permet de savoir à quels endroits je peux apporter une valeur à mon client. Et donc sur le projet, à date d'aujourd'hui, donc il y a une benne prototype qui est en test aujourd'hui depuis le mois d'octobre l'année dernière. Et j'ai mis un peu de techno pour que ça soit un peu concret, mais globalement, il se base sur 4 typologies de données, des données hydrauliques, des vérins, des données de poids, des déchets, le GPS pour la traçabilité de la benne tout au long de son parcours, et puis des capteurs d'humidité, parce que dans les déchets, évidemment, la benne a tendance à être très agressée par toute l'humidité et le côté acide des déchets. Alors ça, c'est bien, c'est le premier cas, et j'ai envie de vous dire que ça va lui apporter une valeur ajoutée, c'est sans doute, c'est certain, en tout cas il y a un ROI court, mais c'est pas ça qui va le faire vraiment transformer son marché, et en tout cas, ça serait difficilement justifiable d'investir dans l'IoT juste pour ce cas-là. Et c'est là où anticiper le projet devient pertinent et intéressant, c'est que si on revient sur ma première slide, on l'a emmené à essayer de s'intéresser non pas qu'à ses clients à lui, mais aux clients de ses clients. En l'occurrence, son client à lui, c'est l'exploitant, par exemple Veolia. Le donneur d'ordre, celui pour qui on opère la collecte des déchets, c'est la ville, par exemple le Grand Lyon, mais il y en a plein d'autres. Et l'usager final, c'est vous et moi chez nous, c'est nos entreprises ou c'est les collectivités publiques, les écoles. Voilà. On s'est dit comment, avec ces premiers acquis, en rajoutant quelques éléments supplémentaires, on pouvait déjà aider nos clients à mieux servir leurs propres clients et donc développer des services, des nouvelles briques de valeur que je n'aurais pas eu si j'avais fait que de la maintenance. Donc à sortir un peu de cette idée de maintenance. Et donc l'étude, elle a montré que un des points durs des différentes collectivités, c'était le tri. Pourquoi ? Parce que finalement, la mauvaise qualité de tri, c'est à la fois un coût pour les municipalités, parce qu'elles ne peuvent pas revaloriser les déchets. Aujourd'hui, il y a certains déchets qui sont revendus, donc ça génère un peu de cash. Ça génère une perte d'image. C'est clair que les déchets aujourd'hui, c'est 30% du budget des collectivités. Donc, les maires, la politique est très très friande d'avoir une belle image au niveau de la gestion des déchets. Et puis, c'est potentiellement une perte de dotation de l'État, parce que quand on trie bien ces déchets, la collectivité a un peu plus de retour. Donc le projet, concrètement, il vise à essayer de dire, aujourd'hui, je ne sais pas comment ma collectivité trie les déchets. Quand je fais des efforts, quand je dépense de l'argent, j'arrose un peu toute la collectivité en disant, coucou, il faut bien trier. Et aujourd'hui, enfin en tout cas demain, ce qu'on veut faire, c'est proposer un service aux municipalités pour qu'elles puissent savoir de manière assez précise quel quartier, quelle rue, quelle localité, alors je ne dis pas à l'individu près, mais en tout cas dans quelle zone il y a des efforts de tri à faire, et donc de pouvoir comme ça mieux cibler ses efforts et mieux valoriser son déchet, et donc générer un peu d'animation. Donc pour la ville, c'est à la fois de l'image et de l'animation, et puis pour le constructeur, c'est un vrai levier de valeur, parce que ça va lui permettre de vendre d'une part un peu mieux ses produits, et puis de potentiellement avoir une offre de service associée à ces appels d'offres. Donc en termes de techno aujourd'hui, alors c'est vrai qu'il y a une petite barrière quand même, parce que si c'était si simple, ce serait déjà fait. Donc aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on a imaginé un système autour de l'analyse vidéo. Donc à chaque fois qu'une benne est levée, une benne de tri de déchets, donc une benne verte, on essaye de voir par laser, vidéo et humidité
si on arrive à qualifier la pertinence et la composition de la benne. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la qualité du tri des déchets, elle est faite que quand on arrive dans les centres de recyclage. Et donc, c'est juste une pesée de la benne totale en disant, bah, tiens, voilà à peu près ce qui est sorti de la benne. Et donc là, du coup, on va essayer d'une manière beaucoup plus micro d'arriver à sectoriser les différentes qualités de tri et donc de pouvoir proposer des programmes d'amélioration quartier par quartier, zone par zone, voire collectivité par collectivité. Et enfin, on s'est aussi dit, 5 minutes il reste, c'est très bien, merci. Enfin, on s'est dit, comment est-ce que aussi on va pouvoir leur faire toucher de nouveaux clients, parce que jusqu'à présent, on reste quand même dans l'écosystème des déchets. Et finalement, un camion poubelle, c'est un véhicule qui roule tous les jours, quasiment toutes les semaines sur les routes. Et est-ce que ça a une valeur pour quelqu'un? Ça a une valeur pour ramasser les déchets, c'est leur job. Mais est-ce que ça a une valeur pour quelqu'un d'autre? Et si ça en a une, pour qui ça a une valeur? Et comment est-ce que je pourrais aller la chercher, la capter et potentiellement la vendre? Donc on a exploré plein de cas différents. Et le cas qui est ressorti, peut-être le plus évident, ça fera peut-être le lien avec l'intervention d'après, c'est finalement c'est l'analyse de l'état des routes. Parce que les camions, ça roule sur les routes, plutôt des villes. Et eux, par exemple, ont une bonne partie du marché français. Donc on peut se dire assez basiquement qu'en équipant leurs camions, assez rapidement, ils pourraient avoir une bonne partie de l'état des routes tous les jours, parce que ça fait toujours les mêmes parcours. Donc même voir l'évolution des routes. Donc l'idée, c'est ça, c'est de développer un système de maintenance et de suivi de maintenance de la qualité des routes, de l'infrastructure routière. Donc ça sert à la fois potentiellement deux gens, les gens qui réparent. Là, on est aussi autour des villes et des services des villes, mais aussi les gens qui construisent, parce qu'ils peuvent comme ça avoir un vrai retour terrain, comme une sorte de machine qui étudie au jour le jour l'évolution de l'infrastructure routière. Alors en termes de techno, on était parti plutôt sur des pistes un peu vidéo. Depuis, il y a d'autres choses qui sont potentiellement possibles, mais voilà, c'est en cours d'évaluation depuis le mois d'octobre. Alors finalement, qu'est-ce que ça amène un peu cette étape-là? Alors j'ai essayé de le schématiser de cette manière-là. Manager l'innovation, enfin faire des projets IoT, c'est faire aussi de l'innovation. Et finalement, manager l'innovation, c'est manager l'incertitude. Notre job, c'est pas de dire que c'est pas incertain, ça l'est incertain. Notre job, c'est d'essayer d'emmener les gens à mieux manager cette incertitude. Incertitude de est-ce que ça va fonctionner, incertitude de ROI, on est bien dans le thème aujourd'hui. Si je prends les projets un par un, grosso modo, il y en a un qui est à peu près, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'incertitude, mais qui est un peu plus sûr que les autres, c'est la maintenance. Les deux autres, on est un peu plus incertain en termes de techno, en termes de coûts, en termes de ROI, en termes de vente. On ne sait pas trop si ça va fonctionner. Donc on peut se dire que globalement, on pourrait commencer par la maintenance, puis on fonce un peu dans notre tunnel maintenance, et puis au bout d'un an ou deux, on va peut-être commencer à se dire, ah bah tiens, il y avait peut-être un potentiel sur le tri, et puis il y avait peut-être un potentiel ailleurs. Et donc à chaque fois, on va repartir d'un projet, peut-être pas quasi feuille blanche, mais en tout cas, on va repartir un peu à zéro. Donc on va mettre plus de temps, et puis on va repartir sur des projets un peu plus incertains. Et cette approche-là, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Alors, encore une fois, c'est un peu schématique, mais qu'est-ce qu'elle permet de faire? Elle permet de dire, dès le départ, j'investis effectivement sur la maintenance, sur lequel je pense pouvoir avoir, avec un certain niveau de sécurité, un ROI assez court. Et en faisant cet investissement, je rajoute quelques éléments, donc je ne réinvestis pas tellement plus. Et ma benne maintenance qui tourne depuis le mois d'octobre, elle a aussi des équipements pour les autres projets. Ça ne m'a pas coûté tellement plus cher. Et donc, j'ai internalisé du savoir. Tu disais tout à l'heure, j'apprends. J'ai aussi une learning curve, de la data. Ça, c'est un industriel qui n'y connaît pas grand-chose en données, il faut être clair. Donc, qui investit et qui se dit, je vais apprendre pendant 1 an, 2 ans. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'offre sur les 2 autres projets. Il n'y en aura sans doute pas à horizon de 3 ans. Mais je vais cumuler de la donnée, apprendre, et donc pouvoir sans doute sortir des offres, les faire évoluer en fonction de ce que j'apprends, sans forcément avoir tellement plus investi. Et c'est ma dernière slide. Donc c'est ce qu'on a appelé nous l'approche par foisonnement, donc qui permet, je dirais, de rassurer ou en tout cas d'assurer un peu mieux cette partie IoT. Elle permet 4 choses, grosso modo, c'est de mieux maîtriser son activité, je l'ai dit, c'est manager l'incertitude, donc je manage mieux mon incertitude de ROI et de projet. C'est de focaliser les gens sur un ROI plutôt court, un ROI métier, mais de les emmener aussi à dire tu peux créer de la valeur de manière beaucoup plus forte peut-être et changer complètement ton business model, mais à plus long terme.
c'est d'animer les gens, parce que souvent quand on dit aux gens en interne, regardez les gars, on va tout casser, on va tout reconstruire, ça fait un peu peur. Quand on leur dit on va juste faire un petit gap, ils disent bon, c'est pas hyper ambitieux. Bah là en fait on leur dit on va commencer un peu, et puis on va vous emmener beaucoup plus loin, mais on va le faire par étapes et on va construire. Donc c'est vraiment important aussi d'emmener l'interne. Et cette approche-là, elle permet d'avoir une lisibilité aussi pour les équipes de construction et pas juste de points comme ça. Et puis, ça permet d'anticiper parce que cette approche d'apprentissage sur les projets un peu plus long terme nous permettra aussi sans doute de coller un peu plus au marché et de sortir des offres parce qu'on aura accumulé de la donnée. Et c'est ça qui est important dans la donnée, c'est d'en avoir vite pas mal pour pouvoir effectuer ces modèles.